De cette discussion, donc peut-être préciser qu'Avenue 8, c'est un organisme qui regroupe des professionnels de l'aménagement, puis qui est un peu notre laboratoire de réflexion et de discussion sur la ville. Et c'est donc dans le contexte d'Avenue 8 qu'on a organisé donc dans un premier temps une chasse au trésor le 25 novembre. J'ai des photos ici. Donc, dans laquelle on est allé visiter des bureaux des ventes, on a ramassé des brochures publicitaires, on a eu une discussion, on avait fait avant de recherche dans les archives du CCA aussi. Et donc, ce matériel-là a nourri la présentation qu'on voit dans la salle qui est à côté. Le format de la discussion aujourd'hui, en fait, notre présentation est un peu différente de celle qui précède et de celle qui suit, dans le sens où on n'a pas fait quelque chose à présenter, mais on est vraiment là pour essayer d'explorer ensemble. C'est la question, effectivement, de la multiplication, le boom de construction de condos dans les dernières années à Montréal, et aussi, comme c'était bien placé en introduction, comment ça vient transformer l'imaginaire des Montréalais, l'imaginaire de la ville. Et on fait ça avec donc, Alexandre Maltais ici, qui est effectivement doctorant à l'INRS Urbanisation. Peut-être pour préciser ces sujets de recherche, c'est assez pertinent. Alexandre s'intéresse, je vais mettre ici, au lien entre les politiques de l'urbanisme et les acteurs économiques urbains. Puis, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, il a travaillé sur les promoteurs urbains les promoteurs de condos au centre-ville, dans les années 90, surtout 90-2000. Et maintenant, il s'intéresse aux commerçants, particulièrement dans le sud-ouest et dans Chicago-Maison. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est juste un petit survol de qu'est-ce que le condo et qu'est-ce qui s'est passé, au fond, dans les 10 dernières années, un peu plus factuel. Après ça, ce que je suggère, c'est qu'on pourra faire prendre quelques questions, si vous avez vraiment des questions techniques ou vous voulez éclaircir des points, parce que ça fait des fois du bien de réussir à comprendre bien qu'est-ce qui s'est passé avec le condo. Puis après ça, on ouvrira sur la question de l'imaginaire, qui est vraiment la question dont on veut discuter ce soir. Voilà. Ça va. Donc, ce que j'ai fait pour commencer, avant de continuer avec Alexandre, j'ai seulement préparé une petite présentation très de base sur le condo pour qu'on sache bien de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est toujours important de préciser, c'est que le condo, d'abord, c'est une forme juridique. Donc, quand on parle de condo, en fait, c'est l'abréviation de condominium, ça renvoie à la copropriété divise. Donc, la copropriété divise, c'est une forme de propriété où on est individuellement propriétaire de son logement et collectivement propriétaire des espaces communs. Il y a aussi une forme à côté qui s'appelle la copropriété indivise, où on est collectivement tout le monde propriétaire de l'ensemble du bâtiment qui, pour des raisons historiques, se limite surtout aux triplex en conversion aux ensembles plus anciens. On pourra revenir là-dessus si s'il y a de la confusion. Mais tout ce qui est du neuf, en fait, la construction neuve qu'on voit, c'est la copropriété divise. Mais en fait, le condo, ça ne renvoie pas à une forme architecturale en particulier. On peut faire n'importe quoi en condo. On peut avoir des maisons arrangées en condo, on peut faire des maisons unifamiliales en condo, on peut faire des chalets de ski en condo. Toutes ces formes-là existent. Et c'est pas lié, c'est pas associé nécessairement aux immeubles multifamiliaux qu'on est habitué de voir ou autour d'habitations du centre. Donc le condo, c'est vraiment une question juridique. Ça, c'est c'est une forme juridique qui est relativement récente. La copropriété divise, en fait, est relativement récente. Ça arrive au Québec en 1969. On a un article de la Gazette ici qui annonce en grande pompe l'arrivée du condo au Québec. Il y avait depuis longtemps la copropriété indivise, donc ce que les Américains appelaient des coops, notamment sur la rue Sherbrooke, qui paraît depuis même 1890. Il semblerait qu'on a la première construction de copropriété à Montréal. Et le condo, comme on le connaît aujourd'hui, le condominium, c'est très ancien. En Europe, ça existe depuis le Moyen-Âge. Il y a eu un boom de construction de condos en Europe après la Première Guerre mondiale. Ça s'est répandu ensuite en Amérique latine, au Brésil d'abord, dans le reste de l'Amérique latine. Puis ça a remonté tranquillement jusqu'aux États-Unis, en passant par Porto Rico. C'est arrivé en Floride à la fin des années 50, début des années 60. Dans le marché des retraités, en fait. Puis c'est via le marché des retraités en Floride qu'il y a eu une explosion du condominium, qui est un mot espagnol au départ, en fait, qui vient c'est pas un mot espagnol, mais qui vient d'une utilisation dans les pays hispanophones. Et c'est arrivé après ça à la fin des années 60 chez nous. Ce que ça a donné au début, dans les années 70, c'est beaucoup de conversions. Les gens ont converti beaucoup de petits immeubles d'appartements. Ça a donné lieu à beaucoup d'expulsions de locataires, des gens vulnérables qui n'arrivaient pas à se reloger ailleurs. Donc, il y a eu comme un peu une préoccupation sociale autour de la question des conversions. Il y a eu un moratoire. Et donc ça, c'est un peu la première phase de condo. La deuxième phase,
c'est dans le contexte du boom immobilier des années 80, il y a eu beaucoup de constructions de luxe, constructions emblématiques. Ça, c'est le projet Jardin de l'Archipel à l'île des Sœurs. Il y a eu le Sanctuaire, autrement aussi, de grands ensembles un peu touristiques avec des piscines, qui s'adressaient vraiment à une clientèle très riche. Et donc ça, c'est vraiment la période des années 80. Et il y a tranquillement l'émergence d'une autre forme de condo qui est un peu plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, où il y a, à partir des années 90, il y a une multiplication des insertions dans les quartiers centraux, près du Vieux-Montréal, au centre-ville, qui a été encouragée entre autres par la Ville de Montréal. On pourra revenir là-dessus. Donc là, ici, on voit le rue McGill, qui est un projet charnière là, au coin de la rue McGill puis de la commune, qui date de 97 à peu près, et qui est un 96, puis qui va vraiment entraîner tout le boom de construction là, autour qui fait partie du boom de construction autour du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, on est vraiment par rapport à toute cette histoire-là, dans une période assez particulière d'intensification de la construction de condos. J'ai volé un graphique au Conference Board ici où on voit, donc en bleu, c'est les barres en bleu, c'est le nombre d'unités de condos par année. Puis on voit qu'on passe à peu près de moins de 3 000 par année à la fin des années 90, à peu près 8 ou 9 000 par année pendant une bonne partie des années 2000. Et dans les années 2011-2012, on a été à 12 000 unités par année. Donc, il y a vraiment une augmentation marquée là, de la quantité de condos par année qui se construisent, des projets qui sont de plus en plus gros aussi. Donc, ça, c'était le tour d'horizon de l'évolution du condo. Je ne sais pas si tu avais... Non. Mais sinon, en fait, la question qui vient, je pense qu'il vient à beaucoup de monde quand on regarde cette évolution-là, c'est que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On se dit le condo c'est une mode, le condo c'est une bulle. Est-ce que ce rythme de production-là de 8, 9, 10 000 condos par année peut durer? Puis il y a beaucoup, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, donc le condo c'est quelque chose qui est sur le point d'éclater après comme une période de folie. Je ne sais pas si tu pourrais nous donner ton avis éclairé sur ce sujet. Et oui, je peux. Merci d'abord d'être venu. Je ne suis pas très à l'aise avec le micro. Si jamais vous ne m'entendez plus ou si vous m'entendez trop fort, vous me le direz. Donc oui, pour la question de la mode, de la bulle, c'est des choses qu'on entend souvent, en particulier ces temps-ci. Il me semble que depuis 1 an ou 2, dans les journaux, on entend toujours parler d'analystes qui prédisent l'éclatement d'une bulle immobilière, la fin des condos, que les prix sont trop élevés. Et je pense que c'est important de distinguer d'une part la bulle ou l'affaissement du marché immobilier et puis la mode, parce que c'est deux choses différentes. Oui? Je ne sais pas éclaircir, je ne veux pas t'interrompre, mais quand cette tableau-là, par exemple, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est le contexte nord-américain ou c'est juste l'île de Montréal? Non, ça c'est la région métropolitaine de Montréal. Mais donc oui, c'est important de distinguer d'une part la bulle, l'affaissement du marché immobilier, puis la mode, parce que le marché immobilier est toujours cyclique, avec des hauts, des bas. Il y a des périodes où on construit beaucoup même, et puis éventuellement, il y a toujours un moment où l'économie ralentit, les gens n'achètent plus les unités qu'on produit, et là, on se retrouve avec trop d'unités invendues, les prix baissent, il y a certains promoteurs qui vont peut-être faire faillite, c'est des choses qui arrivent. Mais tout ça, ça fait partie du marché du condo, c'est relativement normal. Puis on le voit d'ailleurs sur le graphique, il y a des hauts et des bas dans le nombre de mises en chantier. On voit même que vers la fin, le Conference Board prévoyait un déclin assez important là, pour les années 2013-2015. Mais donc tout ça, c'est normal. À côté de ça, on entend souvent dire que les condos, ça va passer, qu'il y a un effet de mode. Et là, je crois qu'on confond justement cette nature cyclique-là avec des tendances qui sont plus profondes dans notre société, qui sont plus profondes à Montréal. Parce qu'il ne faut pas oublier que le condo répond à un besoin qui est essentiel et qui va toujours l'être, se loger. Et puis, le condo a émergé parce qu'on n'arrivait plus à répondre à ce besoin-là de la façon dont on l'avait toujours fait, c'est-à-dire en achetant une maison unifamiliale ou en louant un appartement. Donc, il y avait un certain nombre de gens qui voulaient accéder à la propriété, avoir un patrimoine immobilier à transmettre, se protéger aussi d'éventuelles conversions, ou en tout cas parce que
le statut de locataire, c'est un statut qui est protégé par la régie, mais qui peut quand même être précaire. C'est pas un statut qui est garanti à vie. Je pense qu'on entend assez souvent parler dans les médias de gens qui se font expulser malgré les moratoires, malgré les règlements. Mais donc, ça répond à une volonté de gens d'avoir une maison, d'avoir un chez-soi, de le posséder. Mais on sait, compte tenu des prix, en particulier au centre de Montréal, mais dans beaucoup de villes, c'est comme ça, c'est devenu impossible de le combler avec une résidence unifamiliale parce que les terrains coûtent trop cher. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens peuvent décider d'aller s'installer en banlieue et de conserver une propriété plus grande ou de rester au centre, rester dans des espaces plus centraux, mais d'avoir des appartements qui sont plus petits et donc de partager un même locataire avec d'autres copropriétaires. On avait préparé, sorti ce graphique-là aussi qui vient de la SCHL, qui est assez fascinant, où on voit en bleu l'évolution du prix des terrains, puis en beige le pourcentage de condos qui ont été construits. Là, on est encore dans la région de Montréal. On voit assez bien que tant que le prix des terrains était relativement stable, le pourcentage de condos augmentait pas trop, puis dès que le prix des terrains s'est mis à augmenter, le condo s'est mis à occuper de plus en plus de place versus la maison unifamiliale qu'on construisait énormément encore dans les années 80-90. Et donc, ce que ça reflète, ce graphique-là, c'est aussi le fait que le condo, pour certaines personnes, c'est un pis-aller. C'est parce qu'on ne peut pas s'offrir autre chose. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont propriétaires de condos qui auraient préféré s'acheter une maison victorienne au Square Saint-Louis ou une maison à Outremont, qui n'ont pas les moyens de le faire et qui se disent, tant qu'à couper quelque part, on va couper sur l'espace, mais on va rester en ville. Tout le monde ne fait pas ce choix parce qu'il y a encore énormément de gens, et puis ça va probablement être comme ça pour très longtemps, qui décident d'aller en banlieue. Mais on voit donc que c'est quand même directement lié au prix du marché immobilier. Donc ça, c'est ce que montraient les figures. Et puis, pour le moment, mode ou pas, parce qu'il y a des modes sur le marché du condo, le condo n'a pas vraiment d'alternative pour les gens qui veulent posséder un appartement, une maison dans les quartiers centraux. Pour le moment, il n'y a pas d'alternative. Donc, a priori, même s'il risque d'y avoir un affaissement du marché, un affaissement de la production pour quelques années, ça ne veut pas dire que le condo va disparaître. Le condo est là pour rester, puis devrait revenir de plus belle quand l'économie va reprendre. Parce que c'est ça, au fond, les raisons qui expliquent l'émergence du condo n'ont jamais arrêté d'exister. Les gens vivent de plus en plus seuls, les gens... Exactement. Les familles sont plus petites, les gens ont moins d'enfants, les gens sont plus mobiles aussi, restent moins longtemps dans leurs emplois. Donc, tous ces facteurs-là font que de plus en plus de gens font le choix d'habiter dans un appartement qui est plus petit, qui est moins grand, parce qu'ils ne veulent pas avoir de maison à entretenir. Et puis, ces tendances-là, c'est des tendances de société qui ne dépendent pas d'une mode. C'est des tendances qui, pour le moment, ne montrent aucun signe d'essoufflement. Puis, donc, le condo devrait continuer comme ça. Une autre chose sur laquelle tu as travaillé aussi, qui peut rajouter un petit bloc technique, tu t'es beaucoup intéressé à l'émergence des promoteurs. Tu pourrais peut-être nous parler un peu de comment ont émergé les Samcon et Développement McGill qui, dans le fond, il y a quelques années, ça n'existait pas, là, des promoteurs qui faisaient du condo dans les quartiers centraux montréalais. Non, c'est vrai. D'ailleurs, Montréal, jusque dans les années 70, en fait, plusieurs chercheurs avaient appelé Montréal l'exception parce que c'était la seule ville canadienne où les promoteurs étaient tout petits. Pourquoi les promoteurs étaient tout petits? C'était parce que la construction se faisait en banlieue, essentiellement, et que comme les municipalités québécoises exigeaient à peu près rien des promoteurs, construisaient elles-mêmes les routes, construisaient elles-mêmes les égouts, les promoteurs pouvaient opérer avec très peu de ressources. Il y avait énormément de promoteurs, puis c'était difficile pour eux de devenir aussi gros, alors que dans d'autres villes canadiennes, il y avait des gros empires immobiliers qui commençaient à émerger, mais jusque dans les années 70-80 à Montréal, ça n'existait pas. Et donc, ces promoteurs-là pouvaient construire en banlieue des petites constructions en bois, sauf que quand la ville de Montréal a décidé, pour des raisons fiscales qu'on a évoquées, pour des raisons de qualité de vie, de ramener des habitants dans les quartiers centraux vers le centre-ville, il n'y avait pas les promoteurs pour construire ces maisons-là. Et donc ça a été un problème parce que, en plus, c'était une période assez morose pour l'économie à Montréal. Il n'y avait pas d'étrangers qui voulaient venir investir pour construire
des habitations au centre, notamment au centre-ville. Et puis, les promoteurs de banlieue n'avaient pas des reins assez solides, n'étaient pas assez gros pour arrêter de construire des maisons en bois et venir au centre-ville construire des immeubles en béton avec ascenseur. Il n'y a plus personne qui savait faire ça, en fait, construire un immeuble avec ascenseur en béton au centre-ville. Exactement. Et pour ces petits promoteurs-là, c'était une bouchée qui était beaucoup trop grande à avaler. Et puis moi, c'est ce que j'ai étudié notamment dans ma maîtrise, c'est comment la Ville de Montréal, dans le cadre de certains projets, notamment aux abords du Vieux-Montréal, a cherché à créer des espèces d'environnements où les promoteurs pourraient investir, notamment dans le cas du Faubourg Québec, Faubourg des Récollets, qui est devenu la cité du multimédia. Donc, c'est des projets qui ont plus ou moins marché au début, mais où la Ville avait préparé des aménagements publics, avait acheté les terrains à l'avance pour les céder par petits bouts aux promoteurs. Donc, c'était vraiment une idée, c'était d'accompagner les promoteurs parce qu'on savait qu'il n'y en avait pas des promoteurs à Montréal qui acceptaient de faire ce produit-là, qui est le condo dans les quartiers centraux. Il y en avait eu quelques-uns de grand luxe, mais pour les classes moyennes supérieures, personne ne voulait se mouiller. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ont émergé plusieurs des promoteurs qu'on connaît aujourd'hui, notamment, tu disais Développement McGill, mais aussi Prével. Les promoteurs qui sont actifs dans Griffintown aujourd'hui, c'est souvent des promoteurs qui ont commencé à cette époque-là. Par exemple, dans le cas de Développement McGill, mais dans le cas de Prével, c'est un ancien promoteur de banlieue qui a décidé de profiter de cette occasion-là pour se créer un nouveau marché. Et donc, de plus en plus, depuis les années 90, quand ces premiers promoteurs-là ont réussi financièrement avec leurs projets, il y en a d'autres qui sont venus les rejoindre. Et puis, on constate qu'aujourd'hui, avec des projets comme Griffintown, c'est plus du tout le même problème qui se pose. Les promoteurs sont au rendez-vous. Il y en a même qui trouvent que les promoteurs étaient trop au rendez-vous ou pas de la bonne façon au rendez-vous, qui ne faisaient pas les bons bâtiments, mais en tout cas, il y avait un intérêt qui n'était pas là 15 ans avant, même 10 ans avant. Parce que dans le quartier juste à côté, le Faubourg des Récollets, ça a été très difficile. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé d'y créer la cité du multimédia pour ceux qui connaissent le projet. Mais donc oui, il y a maintenant à Montréal un type de promoteur qui se spécialise dans les quartiers centraux. Et puis on en a nommé quelques-uns, mais il y a aussi Rachel Julien, il y en a tout plein, Samcon, qui ont fait de ce marché du condo dans les quartiers centraux leur spécialité. Et ça n'existait pas avant. Puis c'est une des raisons pour lesquelles le marché devrait continuer, en tout cas pour un certain moment, parce qu'il y a des gens qui développent ce marché-là, qui en font la promotion alors que ce n'était pas là dans le passé. Ça nous amène au deuxième sujet, parce qu'effectivement, ce que tu viens de dire là, c'est que non seulement les promoteurs ont émergé, mais à long terme, ils sont capables de créer la demande aussi, puis de relancer la demande avec la promotion. Puis le sujet qu'on va aborder ensuite, c'est la question aussi toute la promotion du condo. Je ne sais pas s'il y avait des questions techniques sur le condo et son histoire et la propriété. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui était resté avec un doute. Ça va? Parce que là, passons à la question de la promotion. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que non seulement, donc, pendant longtemps, il y avait personne qui construisait, qui était capable de faire des tours en béton avec des ascenseurs au centre-ville, mais c'est qu'il y avait personne qui avait un discours de vente agressif qu'on trouve partout pour présenter ces quartiers-là, puis expliquer à quel point c'est extraordinaire d'y vivre, puis à quel point on est capable d'avoir un mode de vie qui ressemble à aucun autre en habitant près du centre-ville. Puis dans le fond, c'est ce discours-là qui n'existait pas avant, que le condo, qui vient avec le condo, et qui participe d'une évolution de l'imaginaire montréalais. Ça, c'est un peu l'idée qu'on voulait explorer. Mais je ne sais pas si tu pourrais peut-être te montrer quelques-unes des images. Je vais laisser ça pour rester à la transition. Donc, là, on a un exemple de plan ou de carte de quartier qu'on peut retrouver, puis qu'on retrouve de plus en plus souvent sur les sites Internet de promoteurs immobiliers, de projets. Donc, on est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, donc les condos VAM sur la rue Herbst, dans l'ancien secteur industriel de la rue de Rouen. Pourquoi VAM, même? J'en
j'en ai aucune idée. J'imagine que tous les autres noms avaient déjà été pris. Mais non, j'en sais rien. J'ai pris la carte parce que je la trouvais belle. Puis aussi parce que c'est la première, c'est le premier projet dans Hochelaga Maisonneuve à avoir une carte comme ça. Dans le passé, il y en a qui ont fait des sites web pour leur projet. Il y en a qui ont fait des sites web avec un lien, une carte Google Maps où on voyait représenter quelques attraits du quartier. Mais là, on voit qu'on s'aventure dans un graphisme qui est quand même plus recherché, plus poussé, qu'on va aller sélectionner plein d'éléments du quartier, les parcs, les rues commerçantes, le marché Maisonneuve, le stade, le métro, qu'on va les regrouper de façon assez ludique parce que ce qu'on vend, c'est pas juste une boîte, c'est pas juste un condo, on vend un quartier, on vend un style de vie. Et puis sur la prochaine diapositive du même projet, qui est, je crois qu'il y en a une quinzaine comme celle-là, mais je l'ai choisi parce que justement, on montre absolument rien d'immobilier sur cette diapositive-là. On montre une jeune fille qui a l'air même très jeune pour acheter un condo, qui sert un café latte. Dans le bas, on parle d'Oma, de rythme animé, dynamique, apaisant. Mais tout ça... Relaxant aussi. Relaxant, oui. Ouais. C'est moins stressant. Ben c'est vrai, c'est apaisant. Mais donc, on s'est clairement éloigné de ce que faisaient les premiers promoteurs, qui étaient construire des maisons. Et puis parfois, on avait une petite photo, on avait un petit dessin qui illustrait la maison avec monsieur, papa, maman, puis les enfants qui étaient heureux. Mais ça se limitait à peu près à ça. Même lorsqu'on cherchait dans les archives du CCA, on a trouvé pour des projets, notamment, je crois que c'est l'Archipel ou le Sanctuaire, où on voyait des mises en scène, mais ça restait toujours à l'intérieur du condo. Alors que là, ce qu'on voit, c'est qu'on attrape tout l'espace autour, puis ce qu'on met en scène, ce qu'on essaie de vendre, c'est vraiment une vie. C'est vraiment un package. On va aller sélectionner toutes sortes de commerces, toutes sortes d'activités pour aller convaincre les gens d'acheter le condo. Et donc ça, c'était pour Hochelaga Maisonneuve, mais donc c'est le premier dans le quartier, puis je le suis depuis un moment, mais c'est le premier qui met autant d'énergie pour le faire. Il y a un autre quartier où c'est quand même un peu plus avancé sur le plan immobilier. Là, on a les Lofts-Irène dans le sud-ouest. Donc pareil, une carte peut-être un petit peu moins éclatante, mais en tout cas qui est assez soignée, des images du marché. Donc on va sélectionner évidemment tous ces lieux de culture urbaine, très cool, très agréable, puis on va les insérer dans le package. Ici, l'Impérial, toujours dans le sud-ouest, on s'accroche à Joe Beef, parce qu'évidemment, on sait que les acheteurs de condos aiment rester dans leur quartier, marcher, se promener à Dixie, puis acheter des produits locaux. Donc on va leur vendre ça aussi sur les publicités. Avec Joe Beef, si on continue, le Green Spot, parce que les Greasy Spoons, c'est redevenu cool, on les retrouve. Si on continue encore, on a une nouvelle chose que les promoteurs font, s'en aller sur Twitter, Facebook. Maintenant, ils y sont presque tous. Et puis, encore une fois, ce qu'on va nous vendre, c'est pas une photo du projet. Évidemment, on peut facilement en trouver sur le site des photos du projet. Mais on va, par exemple, dans le cas du MIST, qui est, encore une fois, dans le secteur sud-ouest, mettre une photo d'antiquité, parce qu'on est à proximité des antiquaires. Et puis, la phrase est quand même assez condensée. Donc, on a dit qu'on peut aller au bureau à vélo, à pied. Non, au bureau à vélo, à pied au marché à Trois-Terres, flâner chez les antiquaires, comparer les menus des restaurants étoilés, hésiter entre une soirée théâtre ou un vernissage. Donc, c'est vraiment, la barre est haute pour le mode de vie. Puis c'est vraiment ça qu'on va mettre en scène, et puis les gens like. Donc, toi, peut-être d'ailleurs, parce que tu es une des personnes qui suit le plus de projets immobiliers sur Facebook. Oui, il n'y a personne de parfait, mais donc, oui, généralement, je like pas ce qu'on fait, je me garde une petite chaîne. Mais donc, tout ça pour dire que ça n'existait pas avant. Il y avait de la publicité, ça a émergé, mais à ce point, ça n'existait pas. Il y a eu aussi le développement de tous les cahiers Montois, les cahiers habitation dans les journaux. Encore une fois, il y a toujours eu des chroniques, il y a toujours eu des cahiers, ça fait relativement longtemps, mais là, ça s'est développé. Il y a de plus en plus de blogs aussi qui vont en parler. Donc, vraiment, les promoteurs se sont
vraiment éloigné de ce qu'ils faisaient au départ. C'est plus que des constructeurs de maisons, des constructeurs d'habitations. Au niveau de la mise en marché, de la prospection, ils ont vraiment augmenté ce qu'ils font, parce que dès les années 90, pour revenir au projet autour du Vieux-Montréal dont je parlais tout à l'heure, les promoteurs ne voulaient même pas faire de publicité, c'est la ville qui avait été responsable de la campagne de publicité. Ils avaient lancé une campagne de promotion, Habiter Montréal, donc on a un extrait. Je pense qu'il n'est plus dans le PowerPoint. Non, mais on l'a ici. Mais donc, on a une scène de couple dramatique avec des nuages. Mais ce qui est fascinant avec ça, effectivement, c'est qu'on voit le chemin qui a été parcouru entre les tâtonnements initiaux de ces publicités-là, où on savait clairement pas trop comment vendre le centre-ville, le Vieux-Montréal, versus après ça, le MIST, où on voit qu'ils ont complètement maîtrisé la technique, là, puis c'est devenu la machine à roule tout seul. Oui, exactement. Et puis, comme je disais, donc c'est la Société de développement de Montréal qui l'a préparé, cette publicité-là. Ils avaient préparé à l'époque énormément de choses. Ils avaient même recréé un kiosque de marché public où on avait remplacé les fruits et légumes par des dépliants de condos, puis on déplaçait le kiosque d'une tour à bureau à l'autre au centre-ville pour convaincre les gens de banlieue d'acheter à Montréal plutôt que de retourner en banlieue. Mais donc tout ça, c'était la ville qui s'en chargeait. Quand je disais tout à l'heure qu'on a un peu créé un environnement clé en main pour les promoteurs, c'est ça, on s'est occupé de leur publicité, on a fait des règlements d'urbanisme, on a réaménagé des espaces publics. Les promoteurs n'ont vraiment plus besoin d'aide pour leur publicité et je doute qu'il y en ait beaucoup qui voudraient de cette aide-là aujourd'hui. Il y avait même un message publicitaire à la radio avec une chanson. C'est des premiers tâtonnements, mais aujourd'hui, Habiter Montréal, qui a pris le relais de la publicité sur le plan municipal, est quand même plus achevé. Maîtrise beaucoup mieux la Je résiste à l'envie de mettre il y a un clip derrière le Cœur de Pirate, vous savez sûrement, qui présente Cœur de Pirate, qui surgit de derrière une dame qui vient d'acheter sur le plateau, qui sort son recyclage, qui se rend compte qu'elle habite tout près de Cœur de Pirate. Si on a le temps à la fin. Ce sera le bonus. Le punch est vendu. Le punch est vendu. Mais est-ce que as-tu l'impression que c'est tout ce matériel, tout ce discours-là, en fait, pige dans le... Est-ce que cette publicité-là pige dans un répertoire proprement montréalais, où il y a comme une espèce de technique internationale de vente un peu... mais quelque chose qui relève de comme juste comment vendre les quartiers centraux en général, avec un mélange de restaurants, de spas, puis d'espaces publics? Les restaurants sont montréalais, le tissu urbain montréalais, mais évidemment, cette façon de vendre la ville, de vivre en ville n'est pas unique à Montréal, c'est un phénomène de grande ville, c'est un phénomène de grande ville du secteur tertiaire où beaucoup de gens, justement, vont faire le choix d'habiter au centre, puis vont avoir des habitudes de consommation comme celle-là. Donc, le condo n'invente rien en soi, il contribue à diffuser ces images-là à Montréal, il contribue à ce qu'on en parle dans les journaux, par exemple, mais dans le fond, les promoteurs vont profiter de tendances qui sont beaucoup plus larges que le marché immobilier, le retour à la cuisine, les arts, vivre en santé, faire du jogging sur le bord du canal, c'est toutes des images qu'on va voir dans les films, qu'on va voir un peu partout. Puis eux, en fait, ils rassemblent ça, puis ils essaient de créer un espace pour que les gens puissent en profiter, puis qu'ils achètent leur condo surtout. Mais donc, eux vont vraiment s'insérer là-dedans parce que ce mode de vie-là, de restaurant, de sortie, de théâtre, à la base, c'est un mode de vie qui était surtout concentré dans les quartiers centraux. C'est de moins en moins le cas, mais il reste que la plupart des théâtres sont au centre de la ville. Et donc, c'est un mode de vie qu'on associe très fortement à l'urbain. Puis eux, c'est ce qu'ils vont vendre, c'est ce qu'ils vont mettre de l'avant. Mais donc, ça les dépasse complètement. Je veux dire, c'est plus large que... Il attrape un bout de ce qu'ils pensent, là, puis d'une circulation dans le fond d'image de la ville qui est un peu exactement. Qui se passe à l'échelle de l'Occident. Mais tout l'intérêt pour la nourriture, par exemple, et on voit que la nourriture est au premier plan. Les restaurants, c'est à peu près ce qui sort en premier sur leur promotion. Ça les dépasse complètement. Il y a des chaînes télé maintenant qui sont consacrées à la nourriture, les livres de recettes. C'est pas les promoteurs qui ont inventé tout
ces stars chefs, puis le cuisinier rebelle, puis José Di Stasio. C'est juste un espèce de... C'est plusieurs phénomènes qui vont... Mais José Di Stasio a peut-être contribué de manière décisive à la multiplication de condos autour du marché Jean Talon. Ben, ça, c'est clair qu'il y a des lieux urbains comme ça où se concentrent les condos, puis on le voit dans le cas du marché Maisonneuve, du marché à Toitard, c'est pareil dans le cas du marché Jean Talon. C'est clair que Daniel Pinard, José Di Stasio, les Kiwis des hommes qui passent leur vie au marché Jean Talon, ça a contribué à diffuser ce mode de vie-là bien au-delà de Montréal, bien au-delà des gens qui pratiquent ce mode de vie-là. Et c'est pareil pour l'image qu'on a de Montréal. Je dirais que dans les séries, on le voit de plus en plus. Le plateau Mont-Royal, c'est l'endroit où ont habité les artistes, les gens du secteur culturel depuis très longtemps. Mais cette espèce d'effet médiatique-là date surtout des années 90. Le fait que maintenant, on dit seulement le plateau à Shawinigan ou à Sorel, puis on sait de quoi on parle. Ça n'existait pas avant. Donc, il y a vraiment un mode de vie urbain qui s'est diffusé, donc qui est diffusé à travers ces publicités-là. Qu'est-ce que je trouve frappant là-dedans, c'est qu'on est aussi un peu en train de sortir de l'espèce d'image du Montréal en déclin aussi. Il n'y a pas si longtemps, il y avait le maire du plateau qui avait rapporté une citation d'un fonctionnaire du ministère des Transports qui avait supposément dit que Montréal, c'était pas vraiment une préoccupation parce que Montréal, de toute façon, c'est juste habité par les étudiants et les immigrants. Puis on sent vraiment qu'il y avait quelque chose comme d'une espèce de passage de génération parce que c'est quelque chose qu'en fait, on dirait plus personne n'aurait vraiment l'idée de dire que Montréal, c'est juste habité par les étudiants et les immigrants. En quelque part, la publicité de condo vient comme nous superposer une nouvelle image de Montréal qui est comme une espèce de Montréal qui est plus un Montréal de gens épanouis qui se promènent en Pixie puis qui boivent beaucoup de café au lait. C'est plus du tout le Montréal des années 90 déprimé. Non, ben c'est plus du tout le Montréal en déclin. C'est vrai que c'est des images cool, c'est des images de Montréal branchées qu'on voit. Mais je voulais juste revenir sur le fait qu'on a vu que le condo se développe au Québec à partir de 1969. En gros, 1969, c'est à peu près le moment où on s'est rendu compte que Montréal commençait à moins bien aller sur le plan économique. Et donc, le condo s'est développé dans une période où Montréal n'allait pas bien, où les sièges sociaux partaient pour l'Ontario, pour les États-Unis, où un grand nombre d'anglophones aisés ont quitté Montréal aussi. Or, ces populations-là, c'est celles qui sont, et là par exemple, si je prends les gens qui travaillent dans les sièges sociaux ou dans le secteur de la finance, qui sont partis vers Toronto, en général, c'est ces gens-là qui vont acheter des condos, qui vont acheter des condos très chers. Puis sur le marché de Toronto, c'est des gens qui ont un impact très fort. Or, pendant une décennie et demie à peu près, ces gens-là, ils étaient en déclin. Donc la demande, elle a été affectée par ça. Puis à Montréal, en plus, on constate que les anglophones ont tendance à se concentrer plus vers le centre, hormis le West Island. Mais donc, tout ça, ça a contribué à garder la demande pour les habitations centrales plus basses que dans les autres villes équivalentes. Il y a des condos à Vancouver depuis beaucoup plus longtemps, dans des tours au centre-ville. Et donc, je pense que l'idée qu'on se fait du condo est aussi influencée par cette réalité économique-là, qui est que la demande a été plus basse que dans une métropole, je dirais pas normale, mais en tout cas une métropole qui n'est pas en déclin. On n'a pas eu l'habitude de la construction, puis là on retrouve l'habitude de la construction, puis il y a quelque chose d'un peu dérangeant. Ouais. Parce que pendant longtemps, le condo, ça a été un triplex qui se convertit avec un professeur d'université ou de cégep qui vient s'installer. Donc ça garde un visage assez sympathique, accessible. Et donc on n'a pas des phénomènes de ce qu'on appelle la super gentrification, comme il peut y avoir à Toronto ou à New York, où même des gens de classe moyenne supérieure finissent par se faire chasser parce que les prix montent très haut. Maintenant, ça va pas, ou ça ne devrait pas arriver à Montréal avant longtemps. Par contre, ce qu'on constate, c'est que l'économie, depuis quelques années, reprend du galon à Montréal, notamment dans des secteurs qu'on pensait un peu
perdu au profit de Toronto, par exemple, comme la finance ou même la publicité. On se rend compte qu'il y a plus d'emplois qui ont été créés à Montréal dans ces secteurs-là qu'on le croyait au départ. Et donc ça va probablement dans l'avenir modifier aussi la demande pour les condos parce que ce n'est pas les mêmes acheteurs, ce n'est pas des acheteurs qui ont les mêmes exigences, mais je trouvais que c'était important de préciser que justement, Montréal, comme métropole, a eu ce moment assez unique de son histoire où l'économie décline. Montréal était la capitale économique du Canada, elle n'est plus aujourd'hui. Et donc, sur la demande de condos sur le marché immobilier, ça a eu un effet assez considérable, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout va continuer comme ça, parce que Montréal n'est pas Détroit non plus, c'est plus la capitale économique du Canada, mais la demande pour les condos ne devrait pas disparaître. Donc, l'image qu'on se fait du condo sera peut-être pas toujours vraie. Ça va se naturaliser aussi. Peut-être, j'ouvrirais, si vous voulez, si quelqu'un veut intervenir, on a un peu placé les grandes étapes, puis on se rend compte que dans le fond, il y a une part importante de ce qu'on vit en ce moment, puis dans le fond, le Montréal de l'après-imaginaire du déclin, on est passé comme des années où Montréal a très peu changé, puis tout d'un coup, on est comme confronté à la multiplication de construction. Puis je ne sais pas si quelqu'un a une idée un peu de dans quelle sorte de Montréal imaginaire on est en train de rentrer, comment les gens sont en train de voir Montréal, une fois que Montréal n'est plus cet espace un peu comme tout proche, bricolé, avec plein de terrains vacants, puis de stations-service à moitié abandonnées, puis ça devient tout d'un coup un endroit qui est plein de constructions neuves, puis qu'on imagine, dans lequel on projette plus facilement des couples de jeunes professionnels en santé. Est-ce que vous avez l'impression que... C'est la question que vous posez. Mais est-ce qu'on est dans un nouvel imaginaire de Montréal? J'ai vraiment l'impression que ça appelle à une réponse qui soit. Mais enfin. Non. Mais ça va, je pense qu'on. Ouais, est-ce que vous voulez enregistrer ou. Ah, ben si c'est pour faire l'histoire. Non, ça va. C'est juste de voir de la manière que la question est posée, que la présentation est faite. Ben, je suis vraiment à l'aise, savoir j'habite dans Hochelaga Maisonneuve, la construction de condos omniprésente, je la vois pas comme un signe de dynamisation ou enfin d'accommodement de la vie des gens, d'une vie de quartier qui s'enracine et qui enfin peut s'épanouir. Bien au contraire, en prenant la voiture, en passant dans Griffintown et tout ça, les constructions qu'on voit partout, là que le chemin, moi je vois que ça, c'est une entreprise qui me semble massive de destruction des lieux de vie qui ont été celles qu'on appelait les quartiers. Puis, par exemple, là, je sais pas, vous parliez de ce discours agressif dans la publicité qui fait en sorte que enfin, les besoins des consommateurs se révèlent à le fait qu'ils ont besoin d'un condo. Ben, ça a des impacts importants qui sont violents à mon sens. Essayer de renommer un quartier, par exemple, sur le plan symbolique, c'est quoi sinon que d'essayer d'effacer la vie qui se trouvait avant? Là, Oma, personne appelle ça de même. Des gens que je fréquente, peut-être les possesseurs de condos qui vont s'acheter un latte, mais sûrement pas dans le quartier, tu sais, c'est ça aussi. Est-ce que le client du quartier, je sais pas, on ne retourne pas sur le hardcore, non, que je trouve important, mais sur le plateau, dans ses épiceries que lui il aimait, puis que là, il est rendu dans Hochelaga parce que c'était là qu'il pouvait acheter. Mais au fond, dans le fond, c'est que c'est deux strates qui évoluent en parallèle, dans le sens qu'il y a cet univers-là publicitaire qui génère comme son imaginaire propre. Pendant ce temps-là, il y a une grande partie de la réalité qui se passe à côté puis qui est complètement imperméable. Puis ces deux affaires-là, dans le fond, se passent l'un à côté de l'autre. Oui, la violence de cette entreprise-là, de créer des nouveaux espaces de vie inédits qui désirent s'imposer comme la page numéro 1 de la journée d'histoire de ce quartier-là. Mais juste une question. Oui, ensuite, on a deux participants qui lèvent la main activement ici. Mais c'est juste d'un point de vue des recherches que tu fais, c'est parce que là, je vois un compte rendu, dans le fond, là, des stratégies, de ce qui est en train de se faire, de la réalité de la promotion immobilière, mais quelle analyse en faire ou qu'est-ce qui intéresserait le public selon toi de cette analyse-là, par exemple?
de ce phénomène-là. De quel phénomène? Le condo, la publicité? Ben, le condo, la publicité, tout ça. Je veux dire, ça, c'est le phénomène que tu étudies. La question que je pose, c'est quelle sensibilité ou c'est quoi le tremplin? Qu'est-ce qui pourrait intéresser que faire? La recherche de cet univers-là, par exemple? Ben, je pense que déjà en soi, ça nous en dit beaucoup sur Montréal, sur qui est à Montréal et sur ce que les gens font. Puis aussi, comme c'est ces gens-là qui construisent Montréal, ça nous en dit beaucoup sur leur façon de le faire aussi, parce qu'une chose que je voudrais préciser, c'est que les triplex qu'on habite, c'est des triplex qui ont été produits par des promoteurs qui les ont construits pour faire du fric. Et nous, on se les a appropriés. Les Montréalais se les ont appropriés par la suite. Mais le promoteur n'avait pas créé le quartier pour que ce soit un espace de vie. Donc je pense que, premièrement, il ne faut pas être trop dur envers les promoteurs. Après, il ne faut pas non plus laisser les promoteurs faire la ville complètement, parce que c'est des promoteurs qui ont beaucoup de pouvoir. Puis on le voit, ils ne vendent pas qu'un condo, ils vendent la ville qu'il y a autour. Mais l'image de la ville qu'il y a autour, qu'ils vont mettre en marché, ça ne correspond pas. On peut prendre Hochelaga-Maisonneuve, ce n'est pas un quartier qui ressemble à la carte qu'on voyait tout à l'heure. C'est un quartier qui est diversifié, qui a certains problèmes, qui a plein de choses, qui a des populations plus pauvres. Puis on voit que ça contribue aussi à alimenter une image de Hochelaga-Maisonneuve que certaines personnes vont acheter. Et puis en arrivant dans le quartier, ils ne vont peut-être pas la retrouver, cette image-là. Puis c'est là qu'on retrouve certaines tensions, notamment dans les journaux, quand les gens se rendent compte que oui, il y a de la prostitution dans certains quartiers à Hochelaga-Maisonneuve, parce qu'on ne les voit pas sur la carte. En soi, c'est un sujet de recherche. Oui, c'est un sujet, c'est pas sur lequel tu travailles presque. Je m'intéresse aux commerçants, parce qu'on parlait des commerçants, puis une recherche, il faut la limiter aussi, sinon on ne finit jamais. Mais pour revenir là-dessus, je trouve ça intéressant parce que c'est ce que les gens viennent chercher à Hochelaga-Maisonneuve. Et c'est pas parce qu'ils achètent un condo qu'ils s'imaginent qu'ils vont retrouver le village, le petit produit tout parfait qu'ils voient sur la carte, mais ça influence quand même la perception que les gens ont du quartier. Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça va influencer leur façon de se comporter, puis ça va peut-être les rendre plus intolérants envers certaines pratiques, certaines choses. Donc oui, je pense que ça, c'est des éléments qui sont à analyser. Je ne sais pas si ça... Je vais prendre, oui, mais... Tu as répondu un peu ce que je voulais dire. Les villes se transforment. Alors, le charmant petit triplex du plateau Mont-Royal, je peux vous dire qu'il n'était pas si charmant que ça il y a 40 ans avant que les profs viennent rénover. Mais il y a 100 ans, c'était aussi des maisons, des petites maisons en rangée, même des triplex sur certaines rues du plateau Mont-Royal. C'est des maisons, tout le monde trouvait ça horrible avec les escaliers extérieurs. Maintenant, c'est l'envers. Alors, bon, il faut permettre à la ville de vivre et de se transformer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de préoccupation, c'est autre chose. Mais, moi, revenons à cette image du condo, et moi, j'ai compris pourquoi on les haït tant que ça dedans. Parce que condo, condominium, petit prof charmant, c'est eux qui ont mis les gens dehors du plateau Montréal aussi. Alors, ça a commencé beaucoup avec des moments de lutte où c'est fortement associé à ça. Aujourd'hui, on s'en prend et on a eu les grands blocs. En fait, c'est beaucoup plus au moment des triplex. Peut-être qu'on pourrait se dire, parce que j'ai compris aussi, en fait, on ne peut plus construire à Montréal de l'unifamilial. Alors, il faudrait se dire, il y aura du condo, il y a une image du condo, et on vend le condo de Hochelaga-Maisonneuve au centre-ville, mais il y a le condo de Montréal-Nord, il y a le condo de Pierre-des-Prairies, parce qu'il s'en construit aussi. Trouver une nouvelle appellation. Je vais appeler ça du condo. Pour se dissocier de cette relation de haine, amour, haine, tension. On est en train de dénaturer nos quartiers, puis c'est juste des gros riches avec plein d'argent. Si on appelait ça des maisons, ça serait moins problématique. Ah, je ne sais pas quelque chose, parce que je pense que les condos qui vont être construits dans Montréal-Nord, je pense que ça permet à certaines personnes d'accéder aussi à la propriété. Puis il ne faut pas juste penser que les condos démolissent le quartier de gens. Il y avait... Non, c'est bon. Est-ce que... Oui, on a
Bon, par contre, on va devoir arrêter bientôt. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez m'indiquer, non? Il reste 10 minutes. Il y avait, ouais, vous avez levé la main. Oui, il y avait un monsieur en arrière, c'est moi. Je voudrais savoir si vous êtes déjà intéressé au rôle de la publicité, ce partenariat qui existe entre les promoteurs et peut-être les agences de pub, parce que finalement, les grands joueurs comme McGill, Prével et tout ça travaillent parallèlement avec ces firmes-là et donc vendent leurs projets à travers des images culturelles et beaucoup moins à travers l'architecture. Et l'architecture devient un peu secondaire. Et ces grands joueurs-là ont souvent aussi une recette qui fonctionne bien. Ils ont quelques variantes. Donc, est-ce que c'est un moyen pour eux de continuer à vendre? Puis aussi le rôle de l'architecture là-dedans, parce que finalement, les honoraires vont à ces agences de pub-là pour vendre. L'architecture devient secondaire. Je me demande si pour vous, en tant qu'architecte, oui, en tant qu'architecte, c'est une préoccupation légitime. Je sais, il y a probablement des agences de publicité qui sont spécialisées dans le marketing de contours. Je ne sais pas si tu as documenté ça. Non. Je ne sais pas s'il y en a qui sont spécialisés. Je pense qu'il y en a certains qui font leur publicité eux-mêmes aussi en embauchant un graphiste. Parce que pour les sites web, en gros, les couleurs changent et tout ça, mais la formule, c'est... Il y a beaucoup de publications qui viennent spécialiser là-dedans. Là. Les entrées de pharmacie sont engorgées de piles de prospectus. Puis tu peux faire rouler plein de mensuels, de hebdomadaires gratuits juste sur ça. Donc il y a clairement une vaste industrie publicitaire et médiatique qui s'est alimentée du boom immobilier récent et qui a absorbé effectivement probablement beaucoup d'honoraires professionnels qui ne sont pas allés aux concepteurs du projet. Mais sinon, pour l'architecture, je pense que le développement McGill et Prével, c'est pas les plus. Je pense que c'est parmi ceux dans les grands qui ont quand même mis un peu plus l'accent sur l'architecture aussi. Bon, on peut aimer ou moins aimer, mais c'est quand même des projets comme le M9 et tout ça, c'est des projets qui ont fait appel à un architecte. Ils ont essayé. Oui, il y a même eu des sondages et tout. Donc, il y avait moi madame, puis je t'ai moi, pour construire sur ce que madame avait évoqué, j'ai vécu 12 ans à San Francisco, à Berkeley, et là-bas, le prix d'un appartement mètre carré est à peu près 4 fois plus cher qu'à Montréal. Disons, pour être acheteur à San Francisco, il faut être avocat, banquier, il faut être vraiment très riche. Disons, la vie culturelle là-bas s'approprie vraiment c'est un peu le même phénomène qui s'est passé à Manhattan, où on pouvait sortir il y a 20 ans, pas loin de Wall Street, il y avait une vie culturelle vraiment très riche. Donc ça, c'est le fait qu'à Montréal, l'offre est là, que les promoteurs peuvent combler cette offre, contribue à réduire les prix des appartements et contribue à garder des gens comme des enseignants ou des pompiers, enfin les artistes peuvent rester sur l'île. Ce qui devient plus difficile, mais quand on compare Montréal, une agglomération de 3 millions à d'autres premiers du Nord, c'est encore quelque chose qui est assez spécial dans les 50 ans. Voilà. Oui. J'ai une question que je l'ai illustrée avant. Je pense que c'est très intéressant dans vos présentations des publicités de ces condos-là. C'est qu'en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'ils sont fondés sur une espèce de contradiction interne, c'est-à-dire que le produit qu'ils vendent, c'est justement l'unicité d'un quartier ou d'une atmosphère, sauf que ces condos-là, justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont construits toujours sur le même modèle et leur style architectural, autant à l'intérieur que à l'extérieur, est complètement homogène. C'est-à-dire que Saint-Paul, il fait toujours la même chose, Saint-Paul, l'air, particulièrement Montréal, et c'est ça qui est finalement la contradiction même du produit en tant que tel, c'est qu'on paye 150, 200 000 pour un 3 pièces, qui finalement, lorsque tout le quartier va devenir meublé, construit de ça, ce quartier-là va devenir valoir en tant que produit d'unicité. Il n'y aura plus aucune originalité en retirer, ça sera exactement les mêmes pratiques partout. Oui, il faut que tu t'achètes en disant que les autres ne feront pas la même chose. D'ailleurs, probablement que les acheteurs de condos certains doivent devenir les plus grands ennemis de la construction d'autres condos parce qu'ils sentent que s'ils passent un seuil, à un moment donné, ils vont habiter dans un autre quartier, puis c'est pas ça qu'ils veulent. Et ce que je me demandais, c'est, je ne sais pas là, à quel point on peut spéculer sur les prix de l'immobilier, tout ça, mais l'impression que moi j'ai instinctivement, c'est qu'un condo n'a une valeur qui pendant peut-être les 20 premières années de sa construction, mais par la suite, à cause du fait que c'est très cheap comme construction, du
déjà, ça s'alise très rapidement. Bon, l'étude, ça doit être école, vraiment dans la construction la plus basse. Le comptoir de granit, il tient plus. Il y a plus mafieuse aussi, d'ailleurs. Ouais, mais ça, c'est l'autre. Et je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de ça, l'évolution des prix à long terme? Ben, les prix dépendent du quartier, du sol, puis aussi de ce qu'il y a dessus. Donc, comme je disais tout à l'heure, la demande pour Montréal, plus l'économie de Montréal va bien se porter, plus les prix vont avoir tendance à augmenter. Il commence à y avoir certains signes d'une volonté politique de limiter l'étalement urbain. Ça aussi, ça fait monter les prix dans les zones centrales. Il faudra voir dans quelle mesure la CNM est capable de mettre en œuvre les politiques qui ne sont pas excessivement strictes, mais qui ont contribué dans des villes comme Portland, par exemple, à faire vraiment monter les prix. Mais des quartiers centraux, on ne peut pas en inventer d'autres. Non, c'est ça, il y a un stock fini. Après, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que, je veux dire, moi aussi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui sont relativement cheap ou pas très intéressants sur le plan architectural, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est de l'architecture vernaculaire, que chaque projet ne peut pas être spectaculaire, que les quartiers qu'on aime bien aujourd'hui sont parfois des quartiers de duplex en rangée en briques rouges. Donc, je suis d'accord qu'il faut essayer de pousser les promoteurs au max de la qualité puis du travail architectural. D'ailleurs, il y a déjà eu des concours qui ont été faits dans les années 90. Je crois qu'il y en a un, ça s'appelait l'art d'habiter en ville et tout. Puis on avait invité des architectes pour trouver des solutions innovantes pour habiter au centre et c'est intéressant. Puis malheureusement, je ne pense pas que ça a eu énormément d'impact. J'ai vu que pour le quartier latin, quand il y a eu une charrette, on a inclus un volet pour des typologies résidentielles plus innovantes, plus intéressantes. Je pense que ça, c'est une avenue à pousser, mais après, c'est vrai que lorsqu'on fait du résidentiel pour les classes moyennes, qui ne sont pas toujours, je veux dire, qui ont quand même un budget limité. Ça donne des résultats limités. Il y a une limite à ce qu'on peut faire, en tout cas. On va terminer bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu lever la main. Je ne sais pas si c'était pour m'avertir qu'il fallait que je termine bientôt, si vous vouliez rajouter quelque chose, mais je vous laisse le mot de la fin. J'ai eu la sensation qu'il y a un acteur qui manque absolument de votre conversation, c'est le sujet public, la mairie, les pouvoirs municipaux. Quel est le niveau de. Parce que nous, l'accident que nous avons eu avec le site Montréal 2025, c'est un site financé par l'argent public des impôts en Montréal, donc les gens qui financent ça, j'imagine, et qui promeut de la promotion de tous les projets immobiliers qui sont sur l'île, public-privé, donc en essayant de fournir un discours que Montréal se transforme, l'économie va très bien, nous, comme de Montréal, nous soutenons cette transformation, mais il n'y a quasiment aucun projet public, c'est que des projets privés. Et quand nous avons donc essayé de demander est-ce qu'on peut montrer le projet, on a dit non, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un discours négatif. Donc une espèce de soustraction au débat public d'une plateforme publique, financée par le public, qui fait de la promotion du privé. Et donc, quel est le niveau de réglementation, de contrôle, quelle est la voix des citoyens qui pourraient s'opposer ou pas s'opposer, avoir un rôle dans cette transformation urbaine? Et ça me paraît que c'est un sujet un peu absent de la présentation. On parle de marché, on parle de promoteurs, acheteurs, mais qu'est-ce que font les partis politiques, les pouvoirs politiques, la mairie dans l'équation? C'est un sujet immense. Je pense qu'on a un peu délibérément décidé de ne pas parler parce que ça pourrait être le sujet d'au moins une autre présentation, mais non. Tu as parlé un peu, tu as expliqué comment la ville avait fait naître les promoteurs immobiliers au centre-ville, mais... Ouais, ça, c'est dans les années 80. 90, c'est 2000. Ouais. C'est pas si ancien que ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis je pense, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, sur le moment dans l'économie de Montréal, un moment où la demande était très faible et où l'image de Montréal n'était pas très bonne. Je pense que ça a contribué aussi à l'émergence de cette position de la ville de Montréal-là qu'on critique aujourd'hui. Souvent, on va dire que la ville se couche devant les promoteurs, mais je pense que on peut dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. C'est pas nécessairement vrai. Non, c'est pas vrai toujours. Ça dépend de quoi. Il y a énormément de choses qui se disent qui sont pas vraies. Ça, je pense que la ville se couche pas devant les promoteurs, mais peut-être que la ville pourrait exiger plus des promoteurs maintenant qu'il y a des signes
que l'économie montréalaise ne va pas si mal que ça. Les promoteurs sont là maintenant, peut-être que la ville peut exiger plus. Et dans un projet comme le Faubourg des Récollets, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, la ville exigeait beaucoup au départ des promoteurs qui ne sont pas venus, puis finalement, elle est obligée pas de se coucher, mais de faire beaucoup plus que ce qu'elle voulait faire au départ, de laisser passer des terrains à prix avantageux. Donc aujourd'hui, elle ne ferait plus des choses comme ça, ou en tout cas, je ne veux pas me lancer sur les contrats de terrain à la ville, mais peut-être pour répondre aussi... Mais juste finir ce que je disais, dans Griffintown, peut-être que, comme les promoteurs se sont intéressés, effectivement, la ville aurait pu se manifester de façon plus forte dès le départ, puis prendre un peu le leadership de la planification du quartier. Mais peut-être que c'est des relents d'une période, mais non, la ville est assez active sur le marché. Mais je pense que c'est ça, je pense que les pouvoirs publics font énormément de gestes éparpillés, autant de financement, d'accompagnement, de réglementation, il y a des processus de consultation publique à différents niveaux, mais je pense qu'il n'y a pas un savoir organisé sur comment la ville a pris en charge la question du boom de condos. Puis je pense pas que il y a quelqu'un qui peut arriver avec un portrait cohérent et total de ce qui s'est passé. C'est relativement récent, puis c'est suffisamment récent que la ville, en fait, a complètement réorganisé sa manière d'aborder le développement urbain, parce qu'effectivement, comme je le soulignais à plusieurs reprises, pendant longtemps, il ne se passait rien. Donc, depuis qu'il se passe quelque chose, la ville a comme appris à vivre avec la construction, ils ont appris à devenir exigeants, il y a un cadre légal qui a changé aussi, ils ont réappris à planifier. Mais je pense qu'il n'y a personne qui est capable de donner un portrait clair de ce qu'ils font. Puis, au fond, dès qu'on aborde les actions de la ville, on tombe dans une énumération assommante de gestes ponctuels qui vont dans tous les sens, autant dans les réflexes de communication très, très protecteurs, de dire on a peur que vous parliez en mal de nous, à toutes des initiatives. Donc, c'est assez difficile de faire un portrait global de la ville. Je pense que c'est pour ça qu'on a de la misère à caractériser. Je dirais pas que la ville a appris, je dirais que la ville a les moyens d'en exiger plus maintenant que ça va un peu mieux. Je pense qu'au départ, il y avait tellement un vide, puis comme l'objectif au final c'était de créer, il y avait un rapport de force qui avantageait peut-être plus les promoteurs, alors que là, la situation évolue. Comme il y a eu une demande pour les condos, peut-être qu'effectivement, il faut être attentif à ça. Puis je voudrais juste rappeler aussi que la situation varie beaucoup d'un arrondissement à l'autre, parce que c'est souvent des questions qui se règlent à l'échelle de l'arrondissement, mais là c'est vaste la réorganisation. Avant qu'on parle des arrondissements, je vais vous dire merci. Puis,